Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très belle rentrée parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué et je pense que je vous ai expliqué brièvement dans le teaser le pourquoi de mon absence. En tout cas, me voilà plus motivée que jamais. Déjà, je laisse ma copine Afia se présenter. Tu pourrais pas dire invité spécial. Mon invité spécial, la maman des femmes, la Voilà, 225 voilà, distinguée. La... voilà, Oh, non mais vraiment, si je voilà. parle, je vais pleurer en fait. Faire un peu. Voilà, J'ai fini, c'est bon. voilà. Morning, so my name is Afia. Yes, I'm American baby. Je suis d'origine ivoirienne. Je serai là souvent. Je vais apporter mon humble avis sur les sujets. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Je pense, en tout cas pour nous, ça l'est vous aussi et ça concerne pas mal de gens, à savoir la dépendance. Affective. Exactly. Donc je vais te poser Attendez la que je question. termine cette phrase. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? C'est une bonne question. Je pense que la dépendance affective, déjà, l'explication est dans le mot. Donc, c'est vraiment dépendre des gens. C'est s'attacher à des gens, mais pas pour les bonnes raisons. C'est vraiment juste parce qu'on a peur d'être seul, vraiment s'accrocher comme des sangsues aux gens. Vraiment vivre pour eux, etc. Parfois, on pense qu'on aime quelqu'un, alors qu'en réalité, on a juste besoin de se sentir aimé et de se sentir valorisé. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comparé à 20 ans de cela, il a augmenté. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, quand on voit tout le temps les gens parfaits, on se sent vite dépassé et on se sent vite seul et vide en fait. Donc on a vraiment envie d'avoir quelqu'un aussi là, quelqu'un sur qui on peut passer nos nerfs, quelqu'un qui est juste là. Et dans le sens où, par exemple, tu as une amie, tu vas vraiment te projeter sur elle et devenir une sorte d'araignée qui va vraiment tisser toute étoile pour qu'elle puisse rester enfermée. Donc tes émotions vont dépendre de la personne. Si la personne t'a dit bonjour, t'as pas dit bonjour, ta journée est mélangée. Si la personne, vous êtes en froid, tu te fais une mini dépression littéralement. Exactement. Donc je pense que les réseaux sociaux aussi ont joué beaucoup dans la montée de ce phénomène. Voilà. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et avoir vraiment besoin de quelqu'un? On peut avoir besoin de quelqu'un, mais quand tu te mets dans une relation avec déjà pour objectif d'utiliser la personne, donc là tu priorises le besoin plutôt que le sentiment affectif. Déjà là, c'est déjà une mauvaise étape parce que le besoin, en fait, même si tu as besoin de quelqu'un, la personne, même si c'est ta meilleure amie BFF H24 et tout, tu peux pas t'approprier la personne comme un objet en fait. Exact. Donc même si tu la payes pour qu'elle soit ta meilleure amie, je dis n'importe quoi, il y a un moment où forcément tu vas continuer à te sentir seule et tout. Et tant que tu n'auras pas compris que l'amour, c'est pas vraiment chercher parce que l'autre nous appartienne, mais c'est d'abord donner aussi de sa personne en fait. Genre l'amour, c'est un peu le don de soi aussi. Exact. Donc si toi tu veux juste recevoir et que tu veux rien donner, du coup ça marche pas en fait. Et moi, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Et aussi, je pense qu'il y a une nuance. Par exemple, quand je disais, est-ce qu'il y a une différence entre aimer et avoir besoin de la personne? Tu vas aimer la personne, ça peut être un amour sain. Mais quand tu as besoin de la personne, c'est vraiment, tu t'accroches à la personne, tu ne veux pas la laisser partir et tout. Et ça devient une relation assez toxique, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut savoir aussi donner de soi-même. Et je pense que dans ce genre de relation, on a tendance à tellement donner que, même si la personne nous donne en retour, on a tendance à minimiser ce qu'elle nous donne. Parce qu'on donne tellement qu'on attend, qu'on attend d'elle qu'elle nous donne aussi plus qu'on donne. Et c'est ce qui fait que ce genre de relations sont déséquilibrées et aussi toxiques. Selon toi, pourquoi certaines personnes ont du mal à rester seules? Je pense que l'être humain a été créé pour vivre en groupe. Donc il y a toujours ce besoin d'être en communauté, de ne pas être seul et tout. Mais je pense aussi que les réseaux sociaux, toujours, de voir passer la journée sur TikTok à voir les gens heureux en couple ou des sorties en famille, ça te fait prendre conscience toi-même de ta propre situation. Et pourtant, la situation n'est pas forcément négligeable ou déplorable. C'est juste que, en fait, le fait de se projeter sur un miroir qui n'est pas forcément rose, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité. Rien ne prouve que après le couple qui vient de faire le TikTok coupe goal, ils sont pas disputés derrière et que voilà, rien ne prouve que ce qu'on voit c'est la vérité. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que les gens se projettent beaucoup, se comparent beaucoup par rapport à
l'autre elle a 6 amis, moi j'en ai pas, donc je suis. Alors que la solitude, c'est normal, enfin, on est né seul, quoi. Exactement. Donc on finira seul. C'est ça. Donc je pense aussi, il peut y avoir aussi des traumas de l'enfance. Par exemple, pour quelqu'un qui a grandi en étant seul, enfin, la solitude, il est habitué à ça. C'est quelqu'un qui a grandi en étant entouré, peut-être dans une famille nombreuse ou même avec plein d'amis et tout. Se retrouver seul comme ça d'un coup, ça peut être un problème. Et je pense aussi qu'on n'a pas assez normalisé la solitude. Pour nous qui avons grandi dans des familles africaines, je ne sais pas si partout c'est comme ça. Parfois même quand tu es seul, tu es avec ton livre ou sur ton téléphone, tu as envie d'être seul, on te reproche le fait de vouloir rester seul. On te dit oui, viens te mettre avec des gens. Tu restes à l'écart. Exactement, c'est pas assez normalisé. Et aussi le fait d'apprécier sa solitude, sa propre personne même, je vais dire, parce que c'est pas parce qu'on est seul que forcément qu'on est dépressif, c'est pas parce qu'on est seul qu'on se sent pas bien et tout. On peut être seul, apprécier sa solitude, regarder sa série, lire son livre, faire des activités solo qui sont vraiment productives pour soi. Je pense que maintenant c'est assez mis en valeur parce qu'il y a des créatrices de contenu qui mettent ça en lumière et disent qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps d'être accompagné et tout. Je pense que ça c'est bien. Selon toi, d'où vient cette dépendance affective? D'où peut-elle venir? Je pense que la plupart des problèmes, parce que moi je pense que la dépendance affective, c'est aussi, bon, je ne vais pas appeler ça une maladie, mais ça peut être aussi considéré comme tel parce que ça se soigne. Exact. Donc, je pense que tous les grands mots que quelqu'un peut avoir, c'est lié beaucoup à l'enfance. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont liés à ce qui s'est passé dans notre enfance. Si par exemple on a vécu une perte d'un être cher ou on a vécu une séparation assez difficile, le fait justement de ne plus vouloir vivre ça de manière inconsciente, ça nous fait vraiment s'accrocher à ce qu'on a, donc à garder au maximum nos amitiés, et souvent on s'en rend pas compte, ou soit un peu on rend compte et décider d'être vraiment toxique, mais dans la plupart des cas, on s'en rend pas compte. Pour nous, on est juste une amie qui veut vraiment être présente dans la vie des autres, mais on s'en rend pas compte que finalement on devient une pression pour eux, et que nous, en fait, même nous, en fait, quand tu regardes. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes le comportement des personnes qui sont dépendantes affectives avec un regard extérieur, tu te rends compte que mais c'est pas possible de faire ça en fait. Mais quand tu te mets dans la peau de la personne, tu vois pas parce que pour toi, en tant que dépendante affective, c'est normal d'appeler 10 000 fois ta meilleure amie et que si elle ne te répond pas et tout, tu fais une crise parce que pour toi, tu es tout le temps là pour elle. Genre, il suffit qu'elle te dise oui, je vais pas bien, tu prends le taxi, tu viens avec le McDo et tout chez elle et tout. Et du coup, toi, à ton tour, tu sens pas, t'as pas l'impression que c'est pareil et tout. Donc, toi, c'est vraiment normal parce que toi, tu tiens vraiment. C'est comme il y a un proverbe africain qui dit quand le serpent t'a mordu, tu te méfies du margouillat et tout. Donc c'est vraiment en mode quand tu as perdu quelqu'un de cher ou ça peut être d'autres facteurs aussi. Mais vraiment tu t'agrippes à la chose de telle sorte que ça te laisse pas et tout. Donc tu maintiens une sorte de toile en fait pour que la personne reste piégée et tout. Et souvent ça peut aller vraiment loin, ça peut aller jusqu'à c'est-à-dire cultiver les faiblesses de la personne pour que la personne puisse toujours revenir à toi. Par exemple, tu sais que tu as une amie qui est assez dépressive, etc. Toi, tu sais ce qui l'a fait tomber en dépression et tout. Tu sais que, par exemple, elle culpabilise par rapport à son corps, sa morphologie et tout. Et donc, tu crées un environnement, peut-être à l'école, où tu sais que les gens, c'est-à-dire à l'école et tout, c'est vrai que vous êtes amis, mais elle peut se faire d'autres amis, tu vois. Et donc, toi, parce que tu vas nourrir cet environnement toxique pour qu'elle, en plus, la critiquer. Elle puisse tomber en dépression et c'est qui qu'elle appelle, c'est toi. Et du coup, toi, tu deviens un peu son centre de refuge et elle, justement, elle se sent bien, mais toi, tu maintiens ça. Et du coup, c'est vraiment les dérives, ça peut aller très, très loin. Et je pense que justement, le film dont on parlait, Pour un seul bagage, c'était le film coréen sur Netflix et tout, ça décrit vraiment ce trait toxique et souvent même dans les relations maritales ou même dans les amitiés et tout. Mais le fait de cultiver les faiblesses de quelqu'un pour que la personne reste là à te manger dans la main. Parce que la personne sait que tu es vraiment la seule qui puisse l'accepter comme je suis, en griffe et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce trait, ça peut aller très très loin ça. Exactement, c'est très intéressant. Et aussi, j'aimerais rebondir sur le fait que tu as dit qu'il peut y avoir aussi d'autres facteurs, à savoir le trauma à l'enfance. Tu peux vivre avec des parents qui te montrent vraiment pas qu'ils t'aiment, qui te mettent pas en valeur et tout, tu vois. Donc après, ça peut créer un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi-là, tu vas essayer de combler ça avec autre chose. Imagine dans ta vie, tu as une personne qui t'aime comme tu es, qui t'apprécie comme tu es. Donc tu vas penser que
toi, tu ne peux exister Que que par au le biais de travers cette personne. ouais, Exactement. c'est vrai. Donc, vraiment, tu vas essayer de garder cette personne auprès de toi pour pouvoir exister. Mm. Et à quel moment on prend conscience qu'on est vraiment dépendant affectif? Je pense que ça peut se faire de manière assez violente. Je sais pas, ça dépend. Ça peut ne pas être toute ta vie. Ça peut être à une période donnée de ta vie. Il y a des gens qui vivent avec ça toute leur vie et tout, mais ça peut être à un moment donné de ta vie. Et moi, pour la petite anecdote, je sais que je m'étais rendu compte que j'étais devenue dépendante d'un de mes ex parce que, en fait, c'est comme si l'environnement de base, j'étais pas vraiment comme ça. Exact. Mais c'est comme si l'environnement, je pense que l'environnement de départ aussi compte Exactement. beaucoup. Et parfois, Si, ça dépend aussi de la personne c'est avec qui ça. tu es. Si dans la relation et tout, au début, on t'a habitué vraiment à exister, c'est-à-dire, il t'a tellement mis sur un piédestal où t'es vraiment, en gros, vous parlez tout le temps, du matin au soir. Moi, je sais qu'on parlait pratiquement tout le temps. Pour ceux qui connaissent les promotions chez Orange, il y avait le forfait, je sais pas, le pass jour, je sais pas, à 300. Et vous pouvez parler du matin jusqu'au soir, ça se coupe. Du coup, on dormait ensemble, on se réveillait ensemble au téléphone, tout. Et du coup, après, je m'étais rendu compte que je pouvais pas faire de journée sans parler à la personne, tu vois. Et mon monde tournait, c'était comme si cette personne ne m'avait pas appelé, il y avait un manque et parce que l'environnement de départ était comme ça. C'est vrai que j'étais à une période de l'adolescence où j'avais besoin aussi que on m'apprécie, j'avais besoin de reconnaissance un peu de la société. Exact. Donc, l'un dans l'autre, ça a vraiment poussé à créer cette forme de dépendance. Et c'était vraiment en mode où, heureusement, je suis pas allée dans les traits toxiques et tout. Heureusement. Mais c'était vraiment en mode où je voulais vraiment que la personne n'ait Dieu que pour moi. Et je pense que la dépendance affective, c'est assez flagrant, plus dans les histoires d'amour que dans les amitiés. Parce que dans les amitiés, ça peut être subtil. C'est en mode, moi, je suis vraiment sa meilleure amie, je suis vraiment là pour elle. Je suis légitime à faire ça et ça. Je suis légitime à faire ça pour elle et tout. Si elle m'appelle pas, qui est-ce qu'elle va appeler et tout. Mais en amour, c'est assez flagrant parce que tu te rends compte, surtout quand les deux personnes ne sont pas pareilles. Donc, tu as vraiment une qui a envie. En fait, tu as un peu comme une sangsue qui est là, qui absorbe tout ce qu'on lui donne, tout, vraiment tout. Et tu as l'autre personne d'un côté qui est en mode ça s'arrête quand en fait je suis fatiguée. C'est ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui cassent parce que tu as celui qui donne, toi tu reçois. Peut-être après tu peux donner en retour et tout. Mais tout ce qu'on te donne, tu ne le trouveras jamais assez suffisant. Même si la personne te donne son bras, toi tu veux tout son corps et tout. Parce que je te dis non, mais il peut faire plus et tout. Et à un moment, ça fatigue et c'est justement pour ça que la plupart des gens qui sont dépendants, ils finissent seuls. Parce qu'à un moment, ça fatigue. Parce que tes relations, elles aussi, elles ont besoin aussi de respirer. Exactement. Et toi, tu es tout le temps là comme ça à pomper l'air des gens. En fait. Donc, à un moment, on te met à la casse et tout. Donc, c'était quoi la question déjà? J'allais en revenir. Oui. Toi, tu as mis en lumière ton expérience personnelle. Donc, pour toi, à quel moment tu t'es rendu compte que vraiment là, tu étais dépendante affective de... J'ai analysé mon comportement. À un moment, je me suis dit, j'avais autre chose à faire. Par exemple, je partais à l'école. Mais le fait qu'on ne soit pas parlé le matin, mon esprit était vraiment focus sur ça. Donc, tout ce qu'on a fait à l'école, j'étais de mauvaise humeur, tout ce qu'on a fait à l'école, ça ne m'intéressait pas forcément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai impact sur mes émotions, donc sur ma journée aussi, sur mon quotidien. Donc, quand tu te rends compte que la personne n'a plus simplement une place dans ta vie, mais devient la place principale dans ta vie. Donc, ton monde tourne vraiment autour de lui. C'est ça. Donc, tout ce que tu fais, par exemple, même tu vois un truc, lui, cette personne... Tout vraiment tourne autour de cette personne. Je pense que là, c'est des signes un peu annonçateurs. Voilà. Exactement. Et je veux dire que toi-même, tu as pris un peu de recul pour faire une rétrospection de la situation. Oui. Et je trouve que ça, c'est bien. Ça peut être un problème. Par exemple, on est dans une ère, on est dans une génération où il y a certaines personnes qui enchaînent des relations. On ne prend pas le temps de prendre du recul, d'analyser l'expérience qu'on a eue avec notre ex, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que c'est ce qui fait que, par exemple, certaines personnes ne prennent pas le temps d'étudier ou de faire une rétrospection, et de voir qu'est-ce que j'ai fait, qui a dérapé, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça. Oui, je pense ça. Et je pense aussi que, en fait, le fait justement de sauter d'une relation à une autre, ça fait grandir la sensation il y a toujours mieux ailleurs et que c'est lui qui n'était pas mieux. Merci. Enfin, après, ça diffère si tu es dans une relation où ça va pas et la personne est toxique, bien sûr qu'il faut partir et tout. Mais il faut vraiment à chaque fois prendre le temps de guérir parce que
du moment que tu te mets en couple ou même dans toute relation implique un sacrifice, soit implique, implique une partie de nous en fait. Exact. Donc je crois qu'il y a une citation qui disait que dans chaque relation, il y a une partie de nous qui s'en va. C'est ça. Donc si toi dans l'année tu multiplies 5 différentes relations, il y a 5 fois une partie de toi qui s'en va. Et après, finalement, on ne sait plus qui on est. Et c'est pour ça que, parce qu'on ne sait plus qui on est, justement, on a besoin de l'autre pour nous rappeler qui on est. Et du coup, quand une personne essaie de nous définir, parce que c'est même pas qui on est, c'est juste qu'on s'est perdu, on s'accroche à cette personne parce qu'on a, comme tu as dit, on a l'impression qu'on existe vraiment au travers des yeux de cette personne et tout. Donc, je pense que ça peut être aussi un facteur, du coup, de dépendance affective, le fait aussi d'aligner les relations sans prendre le temps vraiment de guérir, de voir ce qui a marché ou pas. Exactement. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas se retrouver seuls. Il y a des gens, quand elles sont célibataires, elles sont en panique et tout, il faut que je me trouve un nouveau mec. Parce qu'elles n'ont pas, font qu'elles aient tout le temps une personne avec qui être, une personne qui les met en valeur, une personne. Je pense que cette présence, c'est une façon de se rassurer soi-même. De se dire, oui, moi, je vaux quelque chose et tout ça. Est-ce que, je pense que tu l'as déjà dit, est-ce que tu as déjà eu une expérience où tu t'es dit que là, tu es épuisé émotionnellement? Je dirais que à la fois, j'étais dans le cas de la personne qui était en dépendance affective, mais à la fois aussi où j'ai été la personne qui subissait la dépendance affective. Du coup, moi, vu que par exemple, par rapport à la relation dont j'ai parlé tantôt, où je dirais que j'étais vraiment la personne, après, j'ai vraiment pris du temps pour me dire que je veux plus être cette personne. Et du coup, j'ai fait vraiment attention parce que ça peut aller vite aussi dans les amitiés, justement. J'avais un ami avec qui on parlait beaucoup et tout. Et je m'étais rendu compte qu'il vivait beaucoup de situations assez compliquées avec la famille et tout. Donc au début, moi, j'étais l'oreille qui l'écoutait. Donc au début, on parlait. Et souvent, pratiquement, on parlait tous les jours. Donc je me rappelle, c'était pratiquement au lycée. Donc on avait un petit espace au lycée. On appelait ça le bananier. Donc c'était un truc sur les bananiers, du coup. On parlait pendant des heures et tout. Au début, moi, je voulais vraiment bien faire parce que je voulais vraiment qu'il se libère, parce qu'on se libère en parlant. Après, en fait, sans me rendre compte, c'est devenu une charge pour moi qui écoute. Parce que, en fait, tu te rends compte que, surtout que moi, je suis quelqu'un, quand je me raconte un problème de manière inconsciente, je me mets à essayer de trouver une solution. Et du coup, quand je ne trouve pas, ça reste une charge quelque part dans mon cerveau qui va faire que si en plus les charges ne sont pas espacées. Donc le lundi, par exemple, tu me racontes que tu n'as pas pu manger parce que voilà, on t'a privé. Mardi, tu me racontes qu'ils n'ont pas payé ta scolarité. Mercredi, tu me racontes que… En fait, de plus en plus, et moi, voilà, et je stresse avec toi. Et du coup, moi, ça m'engage moi-même dedans. Et du coup, là, je passe de simple épaule sur laquelle t'es penché à quelqu'un qui devient maintenant avec toi. Bon, c'est sûr que dans l'amitié, tes problèmes sont mes problèmes, mais il faut doser. Faut doser. En vrai, parce que moi aussi, j'ai ma propre vie, tu vois. Et en fait, à force de faire ça, je m'étais rendu compte que, en fait, même notre amitié, il y a un moment, je voulais plus décrocher les appels de la personne. Oui, parce que je me suis rendu compte que, en fait, je stressais. À chaque fois que son nom s'affichait, c'était quel nouvel problème allait arriver, qu'est-ce que la personne allait me dire, qu'est-ce que ça allait jouer sur moi, mes émotions, tu vois. Parce qu'à un moment, j'étais même dans ma propre vie, j'étais en mode, mais pourquoi lui, il a tout ça et moi, j'ai tout ça. Donc, je culpabilisais pour ma propre vie en mode… oui, ça arrive. Tu te dis comment je peux vivre bien alors que lui, il vit mal et tout. Ça, et exactement. Du coup, moi, je stressais vraiment en mode, mais c'est pas possible. Et je crois que j'ai vraiment pris du temps. Je crois que j'ai fait une pause peut-être de 4 mois sans parler à la personne avant de revenir et tout. Et surtout, là, j'ai mis des barrières. C'est-à-dire, au début, c'était vraiment, on s'appelait peut-être, je sais pas, tous les jours. Donc là, j'ai vraiment dit, ok, tu m'appelles lundi. Si tu m'appelles mardi, je ne décroche pas. Je décrocherai, je te rappellerai jeudi. Pour ma propre santé émotionnelle aussi. Parce que c'est vraiment dans chaque relation, il faut comprendre que chaque relation, c'est vraiment un échange. Et donc, si toi, tu passes ton temps juste à donner, après, toi aussi, tu n'as plus rien. Et si tu n'as plus rien, toi aussi, tu peux aller reverser sur quelqu'un. Donc, ça peut devenir un cycle infernal et tout. Voilà. Exactement. Moi, je trouve personnellement que tu as vraiment bien géré la situation parce que tu t'es écouté toi-même. Je suis mature. C'est quoi un amour sain? Un amour sain. Justement, il y avait un exemple dans la Bible pour moi qui prenait bien la définition de l'amour sain. Ça disait que l'amour n'était pas orgueilleux, que l'amour ne cherchait pas à être égoïste, que l'amour ne se vantait pas, que l'amour ne soupçonnait pas le mal et que l'amour n'était pas envieux aussi.
Donc pour moi, vraiment, le fait justement de se dire que, enfin, tout ça, ça relève que l'amour, c'est vraiment d'abord une notion de confiance, une notion de sacrifice aussi, de se dire que tu vas dans une relation, c'est pas pour aller aspirer l'âme des gens en fait. Exact. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils partent pour aspirer l'âme et l'argent des gens en fait. C'est ça. La relation, c'est vraiment du donnant. C'est des énergivores. C'est vraiment, tu donnes, je donne, on met ensemble et on construit quelque chose en fait. Donc c'est vraiment aussi, il y a cette notion de sacrifice, parce qu'il y a des gens qui rentrent aussi dans la relation en mode de, bah, moi je suis 100 et toi tu vas rester 80. Donc voilà, moi je suis là et toi tu restes là, personne ne change en fait. Bah, si personne ne change, vous ne mettez pas ensemble alors, parce que c'est vraiment un mix de vous deux qui fait, c'est vraiment 1 plus 1. On est complémentaires, exact. Voilà. Merci, donc, égale 1 et pas 2. Et égale 1 et pas 2. Donc, du moment que ça fait 2 et tout, parce que soit lui, moi, je lui fais pas trop confiance, parce que je pense qu'il parle à son ex et tout, bah, c'est pas la peine de se mettre ensemble. Merci. Parce que du moment que ce lien de confiance est brisé, tout ce qui vient derrière, en fait, il y a cette teinte de mes confiances là qui accompagnent tout en fait. Même si tu lui fais un cadeau, tu vas penser ah oui mais est-ce qu'il n'a pas fait un cadeau à son ex? Tu fais à manger, ah oui mais est-ce qu'il n'a pas déjà mangé son ex? Toi-même en fait ça t'épuise émotionnellement. Voilà, tu te poses tout le temps des questions, tu ramènes tout à des trucs négatifs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sortent des relations plus blessées qu'elles ne sont rentrées en fait. Parce qu'on ne soigne pas une blessure en allant créer une autre blessure dessus. En fait. T'as tout dit. Donc, on se calme les filles. Hein. Les petites filles de 12 ans. On n'enchaîne pas les relations. Voilà. Oh, bon, celle-là, c'est... Mais c'est vrai. Non, mais vraiment, pensez d'abord à penser vos blessures. Est-ce que vous avez vu le jeu de mots penser à penser? Vraiment, la poète qu'elle pense être, en fait. Donc, pensez à soigner vos blessures d'abord avant de vous mettre en relation. Sinon, peu importe, parce qu'on peut avoir un amour malsain né de 2 personnes saines. Merci. Donc, c'est pas forcément que la personne est problématique. C'est juste que vous deux, vous venez avec votre lot de problèmes, votre lot de votre passé, de ce qui s'est passé, de vos attentes, de vos déceptions aussi. Et vous les mettez ensemble. Du coup, forcément, même si tu n'étais pas toxique au début, tu peux devenir, parce que toi, tu vas te dire, oui, moi, je me mets en couple, mais mon ex, il m'a trompé, du coup, tu n'as pas pris le temps de guérir du trauma de ton ex, du coup, tu auras toute cette impression. Il y a des filles, par exemple, quand elles finissent de vivre une tromperie, elles ont tout le temps l'impression qu'il faut qu'elles soient à 100% sur leur on-flex time, en fait. Parce qu'elles ont l'impression que c'est parce qu'elles n'étaient pas assez que leur ancien mec les a trompées. Du coup, dans la relation, elles seront tout le temps en mode à fond, en mode en mode elles-mêmes, elles ne se voient pas démaquillées ou leur mec les a jamais vues démaquillées. Parce qu'elles ont l'impression que leur valeur, leur identité réside dans le fait qu'elles soient tout le temps apprêtées. Exactement. Mais si elles avaient pris le temps de guérir de la précédente relation, de voir que l'ex il m'a trompée parce que c'était un psy, voilà, j'ai le gros mot, mais voilà. Mais ça n'a rien à voir avec moi, elle ne serait pas rentrée avec ce trauma. Et le mec, de l'autre côté, il va se dire, mais ma meuf, elle est superficielle, tout en train de chercher les maquillages et tout. Et lui, il ne comprend pas. Et elle aussi, pourtant, c'est 2 personnes saines, hein. Elles ne sont pas rentrées avec le but de se faire du mal. Mais c'est juste, il n'y a pas de... On rentre avec son lot de passé pour essayer de bâtir une nouvelle relation, alors que pas du tout, en fait. Donc, pour moi, une relation saine, c'est vraiment... d'abord de se soigner avant de rentrer dans une relation. Même si on pense que tout va bien, c'est bien de faire le bilan. Parce qu'il y a des trucs qui sont cachés en fait. Exact. Même si de base, oui, on s'est terminé, mon ex et tout, on peut manger tranquille, on discute et tout, c'est mon meilleur pote et tout. Mais il y a quand même des trucs qui peuvent rester. Quand il y a vraiment une discussion profonde et sincère, tu te rends compte que c'était pas que la tromperie le problème. Il y avait d'autres problèmes en bas. Il y avait d'autres trucs en bas. Donc c'est important, même si la relation semble s'être bien arrêtée de manière amicale, c'est bien quand même de faire une pause et de se dire ok, je fais le bilan sur moi, est-ce que je suis prête à avancer et tout. Comme ça, la prochaine relation, on rentre avec des pensées plus claires. Et donc ça, déjà, ça nettoie le terrain. Et après, maintenant, il reste à se dire que je ne rentre pas pour aller aspirer quelqu'un. Je rentre pour donner. La personne aussi me donne. On donne en retour et voilà quoi. Exactement. Et tu as dit quelque chose de très important dans le sens où quand on sort d'une relation où on s'était fait tromper et que, tu l'as dit, on pense vraiment à être on fake, être parfait. Je pense que c'est une manière d'essayer d'exister dont l'aurait voulu notre ex. Parce que tu te dis, si c'était moi le problème, j'ai fait ça. Après, du coup, plus tu avances, plus tu n'es pas toi-même. Parce que tu
as tendance à te redéfinir à travers les yeux de ton ex. Exactement. Ouais. Il m'a trompée, peut-être parce que j'étais comme ça. Donc, je vais essayer d'être comme lui, il aurait voulu que je sois. Et ça, c'est vraiment malsain, je trouve. Est-ce que tu penses qu'on peut guérir la dépendance affective sans passer par la solitude, pardon? Je pense que la solitude, elle est nécessaire dans l'étape de la reconstruction parce que c'est vraiment important de se retrouver face au miroir de soi-même et de se regarder droit dans les yeux et de se dire que, ok, en fait, j'ai été vraiment dépendante affective, d'identifier les origines. Pourquoi? Donc, quitte à remonter dans l'enfance et à se dire qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est parce que j'ai eu des parents qui n'étaient pas présents ou j'ai vécu une séparation que j'ai pas digérée? Donc, c'est vraiment de remonter à la source. Et après, une fois que la source est connue, c'est vraiment essayer de voir à faible échelle. Tout le monde n'est pas obligé d'aller chez le psychologue. Mais déjà, à faible échelle, de savoir que, ok, j'en souffrais. Donc, aussi d'affirmer. Donc, il ne faut pas nier aussi le fait qu'on soit dépendante affective. Exact. Donc, d'affirmer. Et une fois que tu as affirmé, c'est vraiment d'apprendre à vivre petit à petit avec toi-même déjà. Parce que je pense à la dépendance affective, le gros problème, c'est que les gens, ils ont peur de la solitude. Du coup, ils s'accrochent aux autres. Exact. Donc, c'est vraiment, du coup, d'essayer d'affronter, donc de prendre le taureau par les cornes et d'affronter cette solitude. Par exemple, toi, tu n'aimes pas rester seul, tu te sens moins que rien. Bah, il y a des souvenirs il y a des souvenirs, voilà, il y a des souvenirs malheureux, des traumas qui te remontent. Exact. Bah, essaie déjà d'être seul, mais reste pas dans un environnement, dans ta chambre où tout est noir et tout. Va dans un parc, prends-toi un livre, prends-toi un truc à manger. C'est ça. Et essaie de voir, en fait, c'est vraiment change, fais le pas de plus. Que toi, tu es dépendante affective des environnements. C'est-à-dire que toi, tu peux pas rester dans un environnement où tout est calme. Toi, il faut que tous les jours de ta vie, tu sois dans une boum. Que tout fasse boum, 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 boum. En fait, parce que toi, le calme, ça te traumatise. Bah, apprends tout doucement. Déjà, si tu peux pas rester trop calme, mets une petite musique. Au moins, mais voilà, tu es seule avec ta musique. Tu n'as pas besoin de 10 000 personnes autour de toi. Si tu es dépendante affective, arrête de chercher ton ex, les stories de ton ex et tout, de ton ex bestie. Pose ton téléphone et va faire un tour au parc, va faire du vélo. Exact. J'en profite pour dire à toute la population que Sakna ne sait pas faire du vélo. Voilà. J'ai honte, c'est pas de ma faute. Là, elle a commencé à me donner des cours. On a fait un cours en un seul mois. Solitude ne rime pas forcément avec dépression. Par exemple, il y a des gens, quand tu dis solitude, la première chose qui leur vient en tête, c'est s'enfermer chez soi, quand il fait noir. Pas du tout. Moi, je peux dire que je suis une personne un peu solitaire et je le vis bien. Je suis chez moi, je mets ma musique ou je mets ma série, je suis là préparée et tout, et je me sens bien. Donc, faut vraiment faire attention avec ça. Et aussi, si vous n'avez pas l'habitude de sortir seul, essayez de cultiver cela. Essayez de sortir seul, n'ayez pas peur de sortir seul et tout. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur la manière d'aimer autrement? Une bonne question. Je dirais que j'ai déjà appris d'abord à m'aimer. Déjà, si tu ne t'aimes pas toi, tu ne pourras pas donner d'amour à quelqu'un. Donc déjà, moi, je pense que j'ai fait un gros travail sur l'amour que j'ai pour moi. Donc, par exemple, je sais que l'année passée, on me taxait beaucoup dessus. L'année passée, je testais toutes sortes d'expériences capillaires avec mes cheveux. Donc, je pouvais vraiment sortir du moment où je fais un afro travaillé, ou même quand les cheveux ont scrunché et que je finis de les laver et que c'est comme ça. Bah, je sais, certains vont dire, ah oui, c'est pas pro, mais moi, je sentais comme ça. Mais c'est bien. Parce que je me disais, si j'arrive à m'aimer quand je suis sans maquillage, en plus, c'est pas comme si c'était pas moi, c'est mes cheveux, en fait. Exactement. Donc, c'est la vraie ton version. identité. C'est comme si quelqu'un qui avait les cheveux plutôt lisses sortait sans les peigner. Bah, c'est pareil. C'est pas parce que c'est afro que ça se crunché que forcément ça veut dire que c'est mauvais. Je sais que dans l'imaginaire collectif, on nous a beaucoup dit que tant que c'est pas peigné, tressé, tant que c'est pas tout plat, tout attaché, c'est pas bien. Alors bah, c'est tes cheveux quoi. C'est ça, tu en fais ce que tu veux. Vraiment, si tu veux les laisser comme ça, tu les laisses comme ça. Donc du coup, moi j'ai vraiment appris à m'aimer avec mes cheveux, sans maquillage. La preuve, je crois que j'ai appris à me maquiller il y a peut-être 1 an, 2 ans. Et encore, c'est parce que je m'étais dit, bon, je grandis, allez, on va essayer de faire un peu plus mature, voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup mon visage sans maquillage. J'ai pas de souci à poster sans. Et du coup, je pense que je rentre dans une relation
en connaissant déjà mes forces. Donc, même si demain, mon futur partenaire, il me dit pas, ah, mais t'es belle, bah, je sais que je suis belle. Exact. Bien sûr, les compliments, ça fait toujours plaisir et tout. Merci. Mais j'ai pas besoin de vivre au travers de tu es belle C'est ça. ou de vivre au travers de ces je t'aime parce que je sais, je m'aime moi et je n'ai pas besoin de. Voilà, en fait. Merci. Donc, j'ai pas fait une dépression parce qu'elle va pas me dire, ah, t'es belle aujourd'hui et tout. Après, les gars, dites vos copines qu'elles sont belles, en fait, c'est la base. Exactement. Mais voilà, quoi. Donc, je pense que pour moi, ça m'a vraiment appris à m'aimer d'abord. Et aujourd'hui, j'ai pas de problème à être seule. Franchement, je pense que mon plus grand problème aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à sortir, en fait. Une fois que tu sors de la dépendance affective, il faut reconnaître les signes annonciateurs, en fait, qui t'ont poussé à y rentrer. Il faut fuir les environnements. Par exemple, les amitiés où la copine elle veut tout le temps que tu sois là où, sans que sans toi, la personne n'existe pas. Prends tes relations et prends tes distances, pardon. Exact. Parce que ça, voilà, où tu te sens trop sa maman, sa protectrice. C'est ça, oh mon Dieu. Faut prendre tes distances et tout. Exactement. Parce que ça va finir par retomber dans le même cycle et tout. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Du coup, je te laisse dire ton dernier mot. Bah, je dirais que la Côte d'Ivoire est la star. Voilà, j'aime trop mon pays. On va dire que les circonstances peuvent pousser quelqu'un à être en dépendance affective, mais en sortie, c'est la responsabilité de chacun. Et de ne pas y entrer, c'est la responsabilité de chacun. Donc, si jamais je t'ai reconnu dans un des symptômes qu'on a dit, ou tu penses que c'est soit tu es la personne qui dépend, ou tu es la personne dont on est dépendante, fais tout pour en sortir parce que ça ne fait que pourrir tes amitiés. Exact. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations et n'oubliez pas à checker est doux plus que cheap. Cheap est plus doux qu'à checker. Bisous. Je n'ai pas besoin de parler, les gens ils savent. Non. Bon, moi je vais rien dire parce qu'il a tout dit. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans votre prochain épisode. Prenez soin de vous, Camilla. Bisous. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine,